Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est la toute dernière émission de Faut pas croire et pendant 12 ans, ce magazine hebdomadaire a abordé les questions éthiques, philosophiques et spirituelles qui traversent la société en proposant des rencontres, des reportages et autant de discussions. Aller au-delà des apparences, se questionner sur le sens des choses et de la vie et regarder le monde et les hommes bien en face, voilà ce qu'a été l'ADN du travail de toute l'équipe de Faut pas croire. Et cette équipe si essentielle est aujourd'hui composée de Selma Avdic, Cyril Desprats, Emmanuel Tagnard et Alexandre Nicoulin. Et tous ensemble, nous avons décidé de vous proposer de revoir certains des moments les plus forts de ces dernières années. Et l'une des missions de Faut pas croire a été de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, d'évoquer les combats oubliés, les guerres mais aussi les combats antérieurs, et de rappeler que devenir soi, au-delà des assignations et des normes, reste une gageure pour beaucoup d'entre nous. Et on va commencer notre tour d'horizon par le témoignage extrêmement fort et poignant de la jeune activiste des droits de l'homme Adiba Kassim. Elle est issue d'un peuple meurtri, les Yézidis, dont l'histoire est marquée depuis le XIIe siècle par les persécutions et par l'exil. Je suis née, grandie dans la guerre. Tout ce que j'ai vu, c'est la guerre. Quand je suis arrivée en Suisse, il y a 4 ans, c'est très difficile de vivre dans la société ici parce que c'était trop calme pour moi. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps de l'accepter que c'est ça la réalité, c'est ça la normalité que les gens doivent avoir. Et puis, en fait, après le génocide, je suis devenue réfugiée. Après, je suis retournée sur le terrain pour vraiment montrer la réalité de ce qui se passe à Sinjar. Donc, j'étais avec militaires, j'étais avec les femmes survivantes, j'étais sur les frontières très proches de l'État islamique. Je voulais vraiment documenter et vraiment dire quelque chose parce que on pensait qu'en fait, le monde ne nous attend pas. Et tout le monde a fermé les yeux quand le génocide... le massacre de l'État islamique. Et puis, en 2014. En 2014, exactement. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit que j'ai rien à perdre, donc je peux seulement gagner. Je voulais savoir si j'étais aussi laid que ça. Je voulais savoir si j'étais aussi bon à rien que ça, ou plutôt mauvais à tout, puisque c'était le leitmotiv de ma chère mère. Je voulais savoir quelle serait ma place dans la société. Je voulais savoir si les choses qui me traversaient étaient aussi négatives et aussi toxiques que ce qu'on m'avait mis en tête depuis mon enfance. Donc, voilà. Dessinateur et sculpteur exposés dans les plus grands musées et dans les galeries qui comptent, mais aussi chorégraphe, danseur, comédien, conférencier, Jean-Luc Vernat est un artiste reconnu, polymorphe, au parcours puissant, original et éclectique. Pourtant, lui ne se considère pas non plus comme détaché de toute norme sociale. Moi, je travaille pour gagner ma vie aussi. Je gagne de l'argent, je paye mes impôts, j'ai une reconnaissance sociale pour ce que je fais. Pour moi, c'est très normal. Voilà. Après, il y a des gens qui préfèrent une vie qu'on pourrait qualifier de plus ordinaire, et qui sont bien et qui sont heureux comme ça, et c'est très bien pour eux. Il n'y a pas un modèle de vie meilleur que l'autre. Le meilleur modèle de vie, c'est celui dans lequel on est le moins inconfortable possible. Il y a des gens pour qui être doux, c'est pas le moment. On sera doux quand on aura gagné. On sera doux quand tout le monde sera mort. Voilà. Et quand les méchants auront été tués. Moi, j'ai toujours eu j'ai été confrontée à la violence, j'ai été confrontée à l'horreur, d'ailleurs, dans ma vie, et j'ai toujours pensé que punir, c'est une chose, c'est nécessaire. La judiciarisation est une chose nécessaire, mais ce que moi, je veux fondamentalement, c'est adoucir les gens qui sont violents. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, en fait. D'ailleurs, on voit bien là qu'il y a encore des femmes battues beaucoup, que ça augmente. On ne s'en sort pas. Et il faut passer par un adoucissement. Et cet adoucissement est un long chemin. Il y a un homme politique en France qui pense qu'il ne faut surtout pas adoucir les hommes. Moi, je pense que les hommes sont doux de toute manière déjà. Ils peuvent être l'inverse, mais ils contiennent de la douceur. Et
hommes et femmes, nous devons nous adoucir car nous sommes devenus des petits missiles qui, rien qu'avec un tweet, peuvent tuer quelqu'un. Salut, c'est Léo, on est le 10 septembre 2018 et je viens de faire ma première injection de testostérone. Salut, c'est Léo et ça fait 15 jours que je suis hormonée aujourd'hui. Salut, c'est Léo. Alors hier, ça faisait 11 mois que j'étais sauté. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai fait ma mamec. Et je suis très heureux, voilà. Ouais, c'est Léo. Aujourd'hui, on est le... Ouais, je me souviens, la première injection, c'était quelque chose de très important pour moi. Et aussi, quand j'ai fait ma mammectomie, c'était aussi quelque chose de très important. C'était 2 étapes très importantes dans ma transition pour moi. Et ouais, c'est des choses qui m'ont vraiment rendu heureux et que je voyais encore plus l'évolution. Mais ouais, la première fois qu'on se fait piquer, ouais, c'est super cool. Accepter de ne pas avoir de certitude et se résoudre à ne pas tout comprendre. Voilà 2 des grands axes de notre travail dans l'émission Faut pas croire. Et nos invités ont presque tous eu comme point commun de nous proposer des pistes et de nous éclairer sans dogmatisme, sur des thématiques aussi fortes que celle de la mort, cette grande énigme, sur l'importance d'être ensemble par-delà nos différences, et pour aussi nous rappeler à quel point l'art, la joie et le temps perdu sont essentiels à notre équilibre. Certains reportages ont quand même parfois détonné ou provoqué la controverse, comme celui tourné à Berlin qui montrait des photos où juifs et nazis s'enlacent. Mais j'ai une phrase fétiche qui figure d'ailleurs en fond d'écran de mon ordinateur, une phrase du poète et cinéaste italien Pier Paolo Pasolini. Et cette phrase dit « Scandaliser est un droit et être scandalisé est un plaisir ». Voici encore des images, des rencontres et des mots qui, je l'espère, vont vous plaire. Influencé par l'esprit des Lumières, le Palais Sans Souci fut un lieu de création et d'échange d'idées. C'est dans cet écrin que le photographe Benjamin Reich prépare un shooting photo. Issu d'une famille ultra-orthodoxe de Jérusalem, il s'est exilé à Berlin. Dans mon domaine artistique, je suis comme un chasseur avec beaucoup de passion. La chose ne vient pas tout de suite. On est toujours en recherche. Avec une caméra, il n'y a pas de certitude. Avec mes yeux, mon regard dans mes œuvres, j'essaie d'expliquer ces 2 mondes avec l'esthétique. Benjamin Reich imagine une relation nouvelle entre juifs et nazis. Son travail pictural propose souvent un saut dans un passé libéré de la haine. Cet tableau, c'est une part des années 20. Ce n'est pas la première fois que je provoque, mais ce n'est jamais l'attention de provoquer. J'ai essayé de sortir de cette œuvre une joie d'être ensemble, juifs ou allemands, dans un temps qui est le plus horrible de l'histoire juive, mais de l'histoire de nous tous. Je me suis dit, c'est nécessaire de mettre ensemble les traumas et on les voit, ça c'est le choc, mais on est ensemble quand même. D'une certaine manière, c'est un retourner au point zéro, refaire avec l'amour, avec le théâtre, avec l'art, refaire l'histoire. Le propre de la mort, c'est qu'elle échappe au langage. Et tout le monde en a fait ou fait malheureusement un jour l'expérience de ça. Quand vous entrez dans la maison des endeuillés, quand vous cherchez les mots, vous vous demandez ce que vous allez leur dire, vous vous rendez compte de la vacuité du langage, de l'incapacité à dire, voire de la maladresse. On a tous été témoins de ça, de mots complètement absurdes qu'on dit à des personnes endeuillées en pensant les consoler, et ça a un effet contre-productif. En fait, c'est très très dur de trouver le langage pour dire la mort, pour parler de la mort. Mais justement, parce que la mort échappe au langage, ce qu'il faut faire quand la mort surgit, me semble-t-il, c'est justement parler de la vie. Parler de l'attachement des personnes qui nous ont quittés aux vivants, de la sacralité de ce qu'ils ont vécu. Parler la vie, on sait faire. Parler la mort, on ne sait pas. Mais quand on raconte la vie,
alors on tient encore un petit peu la mort à distance. Emmanuel Carrère, ça fait 30 ans que vous pratiquez le yoga, le tai chi, la méditation, et pourtant ça ne vous a pas sauvé de la dépression. Au fond, à quoi peut bien servir le yoga ou même la méditation si ça ne nous sauve pas? Mais rien ne nous sauve. Il n'y a pas quelque chose qui va nous sauver de la vie. Idéalement, on se dit que ça conduit à la sérénité, à la sagesse, au bonheur. Peut-être. Il y a des gens que leur disposition, que leur configuration psychique ne rend pas spécialement doué pour la sérénité ou le bonheur. Et ça n'empêche pas que ça vaut le coup d'avancer sur ce chemin quand même. Parce que c'est pas seulement un chemin de bonheur, mais un chemin de connaissance. Et ça, toutes ces pratiques conduisent peut-être à une connaissance plus large de la vie, y compris par... vous savez, il y a un très beau titre d'Henri Michaud qui est « Connaissance par les gouffres ». Ça serait peut-être prétentieux de m'inscrire sous cette invocation, mais le fait est que ce livre raconte un peu une connaissance par les gouffres, oui. Je crois vraiment qu'on est... qu'on est au moins autant sur Terre pour savoir, pour en savoir un peu plus sur ce que c'est que cette expérience, que pour être heureux. Être heureux, ça peut... je veux dire, j'ai rien contre, hein, et je veux dire, et j'aimerais bien, et car parfois je le suis, comme d'autres, mais j'ai l'impression, vous savez, que c'est pas un but en soi, que Lacan disait que dans la psychanalyse, la guérison, dans le meilleur des cas, advenait de surcroît. Pour moi, le bonheur est quelque chose qui peut advenir de surcroît. Ce n'est pas garanti. Quelquefois, ça arrive et c'est une très bonne surprise. Mais le but de la vie, pour moi, c'est d'en savoir un peu plus sur la vie. J'aime beaucoup le mot « traîner », et traîner avec la connotation négative qu'il a. Justement, que pour moi, parce que j'aime bien la psychanalyse, ce dont on se sent coupable, c'est en fait ce qu'on a le plus envie de faire. Et donc, traîner, c'est vraiment avec... Donc tout ce que ça a de négatif, c'est pour moi la meilleure façon et la meilleure façon de perdre son temps et la meilleure caractérisation de ce temps perdu. Donc un autre mot dans le même genre que j'aime bien, c'est glander. Et donc glander, en fait, c'est un mot qui vient du Moyen-Âge et qui désigne l'activité du fermier lorsque les cochons sont dans la forêt et qui mangent des glands. Et donc, les cochons sont occupés et le fermier les regarde et donc il ne fait rien. Et c'est ça, glander. Et là encore, il y a une façon finalement de se retirer un peu de ces cochons qui sont en train de manger des glands. Le fermier, lui, il ne fait rien. Marc de Puteaux, pour vous, se libérer de la tyrannie du temps, entrer au monastère, ça a été, comme je le disais, une libération ou plutôt une épreuve aussi ? Ah mais c'est pas ou bien, c'était une épreuve parce que c'est une libération. Enfin, c'est parce que pour se libérer, il faut beaucoup d'épreuves. Mais je veux revenir sur cette histoire de traîner, parce qu'au fond, je me rends compte que je pense que vous diriez que je traîne souvent. Marcher dans la forêt et prendre un rythme qui me permet de regarder les arbres, regarder les glands. Alors, il n'y a pas de cochons dans la forêt, enfin, je ne les vois pas en tout cas, les sangliers qui mangent les glands, mais regarder les arbres évoluer, les reconnaître semaine après semaine, pour moi, ce n'est pas traîner, c'est célébrer ce qui est en train de se passer. Et c'est au fond retrouver un rythme, cette gratuité absolue qu'est le mystère du temps. Que toute la création partage avec moi. En quoi, par exemple, de manière assez concrète, Jung peut être d'une aide dans notre quête de sens de nos vies contemporaines ? Alors, à travers le processus d'individuation, qui est le grand travail de sa vie, devenir soi, il nous propose des outils.
Et donc, il nous dit, on peut être à l'écoute de ses rêves, on peut dialoguer avec son inconscient, avec ce qu'on appelle l'imagination active, c'est-à-dire, au fond, rentrer dans un dialogue actif avec son inconscient et voir ce qui nous vient, ce qui arrive, etc. Et du coup, ce dialogue va nous permettre, par exemple, de traverser notre ombre, c'est-à-dire d'aller visiter la part de nous ténébreuse qu'on ne veut pas voir. Et Jung nous dit cette parole qui, pour moi, est une des plus belles paroles qui ait jamais été prononcée. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant ses propres ténèbres. 2 émissions me reviennent plus particulièrement en mémoire parce que j'étais très stressée de les faire et aussi j'avais peur de ne pas être à la hauteur. La première, c'est celle qui abordait la question de l'avenir de notre planète et des problèmes colossaux de pollution et de climat auxquels nous devons tous faire face. Des questions qui restent encore inextricables, bien sûr, aujourd'hui et qui plongent toute une partie de la population et souvent les plus jeunes dans un profond désespoir. Et puis la deuxième, eh bien, c'était une émission consacrée au cosmos et à l'univers pour laquelle, sur le plateau, nous recevions 2 savants, 2 scientifiques de renom, le prix Nobel de physique Didier Queloz et l'astrophysicien et poète Trine Zwan. Et ce qui est fou, c'est qu'eux aussi, alors que leur travail c'est précisément d'avoir les yeux tournés vers les confins de l'univers, eh bien, ils nous ont parlé de l'avenir de la planète et du non-sens généré par le comportement des hommes. Regardez. C'est-à-dire des nouveaux arrivants dans le merdier émotionnel que déclenchent tous les problèmes environnementaux, pas que climatiques. Il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, il y a énormément de pollution, la fin des terres arables, l'épuisement des ressources, etc. etc. Moi, je ne vais pas vous faire la liste, mais voilà, ouais, je me sens très proche d'eux et j'ai juste envie de leur dire que ça va bien se passer. Mais vous dites, voilà, pourtant vous dites dans votre livre que cette période d'éco-anxiété, c'était comme passer dans le tambour de la machine à laver. Donc quand on est dans ce mouvement-là, on a du mal peut-être à se projeter vers l'avenir. Bah oui, parce qu'il faut que le cycle de lavage aille jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment laver et se défaire de tous nos habitus de consommation, de regard sur le monde, de rapport au monde. Enfin, qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je peux faire c'est des questions qu'on se pose rarement à ce point-là. Enfin, en fait, en gros, le tambour à la machine à laver, c'est un tambour existentiel. C'est-à-dire que vous remettez à plat tout ce que vous savez, tout ce en quoi vous avez cru, ce dans quoi on vous a élevé. Donc en gros, les croyances que tout est possible, just do it, yes we can. Non, on peut plus et juste fais-le. Bah non, réfléchis avant parce qu'il y a un impact. Donc en fait, tous nos rêves d'enfants gâtés, pourris du XXe siècle, il faut en faire le deuil. L'homme est en train de détruire notre planète et justement, si l'homme détruit sa planète et s'auto-détruit, il générera du non-sens parce que jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule espèce vivante qui regarde l'univers et essaie de donner un sens à l'univers, de comprendre l'univers. Mais jusqu'à la découverte des E.T., bien sûr, ce que j'espère, que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme d'intelligence dans l'univers. Et donc, il ne faut pas nous autodétruire, détruire notre belle planète et donner du non-sens à l'univers, parce qu'il n'y aura plus personne pour lui donner du sens. Bien sûr, mais avant d'espérer découvrir tous les extraterrestres, Didier Queloz, cette phrase-là, plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens. Elle n'est pas de vous, mais elle est d'un autre prix Nobel de physique, Steven Weinberg. Pour vous, y a-t-il un sens, pas de sens dans l'univers? Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente de la vision de Trine, qui est notre rapport émotionnel par rapport à la réalité. On a tous un rapport émotionnel avec la réalité qui développe, on va le qualifier, un rapport spirituel avec notre propre existence et par rapport à la réalité qu'on affronte tous les jours. Maintenant, le rapport émotionnel et le rapport spirituel, pour certains, c'est un rapport religieux. Pour d'autres, c'est simplement un rapport émotionnel qui peut servir de moteur à une source créative, une source artistique. Moi, je n'ai pas besoin de voir un sens dans l'univers pour percevoir l'harmonie de l'univers. C'est quelque chose qui ne m'est pas du tout évident, ce n'est pas quelque chose qui m'est nécessaire. Par contre, je ressens une curiosité insatiable qui ne sera jamais assouvie. Et c'est parfaitement correct. Ce que dit Trine, c'est quelque part, c'est une sorte de quête perpétuelle qui est vouée éternellement à l'échec, mais c'est une quête qui, quelque part, dans sa démarche, vous apporte un rapport émotionnel par rapport aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, domine
notre relation en termes d'espèces par rapport à notre environnement. L'éveil est accessible à tous, mais c'est du boulot. C'est une phrase prononcée dans un sourire par le moine bouddhiste Mathieu Ricard que nous avons eu la chance de recevoir dans Faut pas croire. Et à la fin de l'émission, dans les coulisses, il nous a dit que ce serait sans doute le dernier plateau de télévision qu'il accepterait de faire puisqu'il aspirait désormais à revenir encore davantage dans l'ombre pour se consacrer à sa mission. Et tout d'un coup, les mots de cet homme, à la fois profond et taquin, ont semblé rejoindre ceux de presque tous nos invités et les fils rouges de toutes nos émissions. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre ensemble? Quelle est la place de l'ego? Et qui suis-je au juste? Vaste sujet, j'en conviens. Mais revenons ensemble, et pour la dernière fois, en images, sur ces grandes questions. Alors l'éveil est accessible à tous, mais là c'est du boulot. Tandis que devenir, avoir davantage de bienveillance, on peut y arriver dès qu'on s'entraîne. On voit la différence en quelques mois, en quelques années, c'est pour sûr. L'éveil, c'est le but ultime, d'éliminer l'ignorance, de développer parfaitement la connaissance, la compassion infinie, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout ou rien. En chemin, chaque étape était aussi une gratification. Vous êtes un meilleur être humain, vous pouvez mieux vous mettre au service des autres. Ma première expérience de la mort, c'est ma grand-mère. On venait voir dans le cercueil la personne qui était morte et entourée de fleurs. Je me souviens, il y avait des mimosas. Je me suis souvent demandé dans ma vie après pourquoi je n'aimais pas l'odeur des mimosas. Mais c'est parce que petite, à 10 ans, vraiment cette odeur a été liée à la mort de ma grand-mère. Mais ce qui m'a frappée et que je n'ai jamais oublié, c'est que quand je suis rentrée, donc il fallait lui toucher le front comme ça pour lui dire au revoir, qui était froid bien sûr, j'ai compris qu'elle n'était pas là. Et je me disais, j'avais 10 ans pourtant, je me disais, elle est là puisque je vois bien que c'est elle, mais en même temps, elle n'était plus là. Et donc là, j'ai eu cette intuition qu'il y avait dans le corps quelque chose de plus grand que le corps. Et plus tard, on m'a dit que ça s'appelait l'âme. Est-ce que notre pays et son système fédéraliste a besoin de ces traditions, cette authenticité nouvelle, ces traditions remises au goût du jour pour vivre ensemble? Alors, la Suisse a développé à la fin du 19e siècle un très grand besoin de se créer un esprit de nation, parce que c'est en fait un assemblage de cantons qui tenaient difficilement ensemble. Et on a beaucoup essayé de cultiver ces traditions suisses, mais avec une particularité, c'est que l'identité suisse, elle se compose de cette mosaïque des 26 cantons et demi-cantons qui chacun ont leur particularité. Donc c'est cette espèce de puzzle qui forme l'identité suisse, avec toujours un peu de complications qu'on aime bien cultiver. Donc on a peu de choses qui rassemblent vraiment tout le monde, mais la conscience qu'on a au Tessin, en Valais, au Jura, des choses qui touchent le même universel, même si localement elles s'expriment chaque fois différemment. J'étais comme beaucoup de jeunes de mon époque, je cherchais quelque chose. Et puis j'ai trouvé mes réponses dans le bouddhisme zen. Et puis un jour j'ai eu envie, c'est une aspiration aussi, une aspiration profonde, de couper les attachements, d'être libre. Libre de soi, libre des autres, esprit libre, tranquille, paisible. Et tout à fait naturellement, j'ai pratiqué et je me suis rasé la tête. Et certainement, à l'époque, j'étais très jeune, donc j'avais aussi envie de couper avec une certaine image. Mais ça se transforme, ça reste pas... ça passe vite, ça. Le temple zen de Kosetsuji est situé dans le canton de Neuchâtel, à l'entrée de la vallée de la Brévine. Depuis 2009, l'abbesse Jiko Simone Wolf y enseigne la voie du Bouddha. En ces temps de pandémie, seules quelques nonnes peuvent résider au monastère et suivre la pratique millénaire. Cette pratique, on va l'incarner, elle va se manifester dans tous les gestes de notre vie quotidienne. Et nous avons des rituels des cérémonies. Et pour ceux qui tout à coup ont cette aspiration de devenir moine, alors on incarne cette pratique par le rituel,
de se raser la tête. Et on se rase la tête tous les 4 et 9 dans un monastère. Ce qu'on appelle les jours de Hosan. Hosan, c'est le moment où les moines et nonnes s'occupent de laver leur linge, de leurs affaires, de se raser la tête. C'est réellement une répétition. Tout est répétition. C'est sans fin. On dit la voix n'a ni début ni fin. Tous les jours est un nouveau jour. Tous les jours est un bon jour. Tous les jours on pratique. Et puis, dans notre pratique, il y a la pratique de se raser la tête. J'en étais au point de vouloir me suicider et Rostand m'a regardé de son œil bleu. Il m'a dit oui, le suicide a mauvaise presse de nos jours, mais quelquefois c'est la bonne solution. Là, vous êtes quand même assez séché parce que vous n'attendez pas qu'un thérapeute vous dise ça. Et là-dessus, il a ajouté la phrase fulgurante, il a dit « Sinon, vous pouvez vivre ». Je trouve ça beau. Voilà, c'est la fin de cette émission et c'est la fin de toutes les émissions de Faut pas croire. Ça a été un honneur et une joie pour moi d'être avec vous et avec nos invités sur le plateau de Faut pas croire et sous le bel arbre de notre décor. J'aimerais une fois encore ici remercier l'équipe soudée jusqu'au bout, contre vents et marées, Selma Avdic, Cyril Desprats, Alexandre Nicoulin et Emmanuel Tagnard. Que soient aussi ici remerciés les réalisateurs, les caméras women et men, les éclairagistes, les chefs de plateau, les scripts, les techniciens du son, les maquilleuses et maquilleurs, les coiffeuses et coiffeurs. Et cette fois-ci, comme c'est la dernière émission, je vous dis à très bientôt et je me permets une fois encore de vous embrasser.